Et voilà, l'enregistrement est lancé. Donc, je vais commencer par déjà redire bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Petite présentation. Donc, je m'appelle Stéphane Roy, je suis psychologue, psychothérapeute et co-directeur de l'Institut Mimétis. Voilà, donc une nouvelle fois, on vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Nous sommes ravis ce soir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Par curiosité, j'ai regardé et nous en sommes ce soir à notre 41e webinaire. Donc ça commence à faire et parce qu'on a commencé précisément le 24 avril 2020. Donc c'est le 41e webinaire aujourd'hui. Et nous en sommes ravis. Donc je vous rappelle que ce webinaire, tout comme les webinaires précédents, hein, vous pouvez les retrouver soit sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'Institut, ou bien en allant directement sur le site de l'Institut, je rappelle www.mimetis.com, dans la rubrique ressources. Bien sûr, sur le site, hein, vous y retrouvez naturellement aussi les différentes formations, toutes les formations que nous pouvons dispenser et dispensées par nos formateurs à l'Institut. Voilà, donc sans plus attendre, on va directement aller droit au but et sans plus attendre, je vous propose que nous accueillons ce soir, alors non pas deux orateurs, non pas deux intervenants, mais trois intervenants ce soir, exceptionnellement, qui vont vous guider à travers le thème qui est accepter l'effondrement pour ouvrir l'avenir. Donc vraiment un sujet très porteur. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir, une immense joie que nous accueillons Pablo Servigne. Donc, Pablo, je vais dire quelques mots. Pablo, il est ingénieur agronome de formation, docteur ès sciences. C'est un auteur, un conférencier qui est connu et reconnu dans son domaine, hein. Il a notamment grandement participé à faire connaître le terme de collapsologie, y compris auprès du grand public, hein. Et il a écrit, je cite pas tous ses ouvrages, mais il a écrit entre autres, pour se le rappeler, comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, ou encore un ouvrage que j'ai particulièrement apprécié, qui est L'entraide, l'autre loi de la jungle. Ce soir, on accueille également Nathan Obadia. Donc, Nathan est thérapeute. Il est formé à la thérapie du lien et des mondes relationnels, dispensé par l'Institut. Il est aussi, il a une grande expérience. Il est instructeur aussi en arts martiaux. Il a créé, il y a déjà quelques années, en 2015, si je ne m'abuse, une méthode, la méthode STEP collective, hein, pour accompagner les individus, les groupes et les individus pour plus de, je le cite, pour plus de paix intérieure. Voilà. Et tous les deux ont très récemment écrit un ouvrage que j'ai là, hein, qui s'intitule Le pouvoir du suricate, apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle aux éditions du Seuil. On vous le conseille vivement. Et puis ce soir aussi, ben, bien sûr, hein, nous accueillons évidemment aussi le docteur Éric Bardot. Donc, je rappelle une énième fois peut-être que Éric est toujours psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute. Il est le directeur, directeur de l'Institut, formateur, hein, voilà, à l'origine de la création de l'Institut Mimétis. Il est également le concepteur, le développeur, toujours actif de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Eric est co-auteur de plusieurs ouvrages, articles, etc., et dont un ouvrage qu'on a eu la chance d'écrire également avec Virginie Bardot, pour n'en citer qu'un, l'HTSMA, de l'HTSMA, la thérapie du lien et des mondes relationnels, naviguer à travers les mondes traumatiques, hein, qui est paru aux éditions Satas. Donc voilà un petit peu juste pour vous expliquer comment nous avons pensé les choses ce soir. Donc Pablo et Eric vont pouvoir échanger et traiter le sujet et Nathan aura comme mission la lourde tâche des fois de rebondir, de synthétiser, de les questionner afin de nous aider, nous, à mieux comprendre, approfondir et les aider, nous permettre de préciser aussi leurs pensées. Évidemment, n'hésitez pas à poster vos questions sur le chat, hein, où vous allez dans la rubrique
questions-réponses, et puis vous pouvez poser vos questions. Et puis, à peu près dans une petite heure, je reviendrai, je me reconnecterai, et puis je relayerai un certain nombre de vos questions que je soumettrai à Eric, à Pablo et à Nathan. Voilà, donc évidemment, ce webinaire, il est enregistré, comme je le disais tout à l'heure. Donc évidemment, si vous souhaitez le réécouter à tête reposée, voilà, en podcast ou le visionner, eh bien écoutez, libre à vous. Il est sur la chaîne YouTube à partir de dans 24 heures, 48 heures. Voilà. Je vous souhaite un très bon webinaire. Je remercie encore une nouvelle fois Pablo, Nathan et Eric pour ce moment que nous allons partager. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Si. Bonsoir à toutes et à tous. Je me sens très honoré de participer à ce panel pour la simple et bonne raison que Eric et Pablo sont deux personnes qui ont beaucoup compté dans les transformations de ma propre vie ces 3 dernières années. Eric en étant mon mentor et en me faisant découvrir sa vision des mondes traumatiques avec la formation TLMR. Pablo, en ayant échangé pendant de nombreuses années et en ayant compris sa vision politique des effondrements et en ayant coécrit le livre Le pouvoir du suricate, je le remonte là. Il y a un petit bandeau qui dit c'est pas du développement personnel mais du développement collectif. C'est ça qu'on a essayé de mettre un peu en lumière. C'est une espèce de grille de lecture grand public pour essayer de comprendre comment apprivoiser nos peurs et comprendre que la peur peut être une source d'action individuelle et collective, alors que souvent la peur peut, si on ne la comprend pas et si on ne sait pas l'apprivoiser, être un gros frein à la vie qui a envie de circuler. Donc je me sens hyper honoré. Et comme l'a dit Stéphane, je vais essayer tant bien que mal d'assurer une espèce de circulation de parole si besoin, de clarifier si jamais on a besoin de clarifier des propos en reformulant, et puis surtout de recentrer la discussion si nos panélistes s'envolent lyriquement, ce qui est tout à fait possible. On a fait une petite réunion de préparation et c'était déjà très prometteur. Donc je ferai au mieux. Euh, et voilà, et donc cette discussion, c'est vraiment ouvrir un espace de dialogue entre deux visions complémentaires de l'effondrement. Eric et Pablo, vous me compléterez si besoin. Mais là, l'objectif, ça va être justement d'essayer de faire le parallèle et de comprendre comment est-ce que l'effondrement d'une société telle que la nôtre peut avoir des points ouais, des points de comparaison avec l'effondrement qu'on peut aussi vivre intérieurement et notamment avec la vision là, de la TLMR que Eric va nous partager. Euh, Est-ce que ça vous va comme introduction, Eric ou Pablo? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, ça va. Super. Merci, Alors, Nathan. moi, je vous propose une chose. Vous me dites ce que vous en pensez, mais peut-être qu'on peut déjà commencer sur le terme d'effondrement, et de demander peut-être à Pablo, pour commencer, de ce que c'est que l'effondrement pour toi, puisque tu étudies ça depuis de nombreuses années, et puis ensuite peut-être qu'on passera la parole à Eric, et puis on voit comment ça rebondit. Ok, ben merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là ce soir pour échanger justement à bâton rompu entre disciplines. Moi, j'adore justement l'indiscipline et je suis spécialiste de rien du tout en fait. Je ne veux pas être spécialiste. Je complète la super présentation de Stéphane. Moi, juste pour me présenter rapidement, comme ça, vous verrez pourquoi je suis arrivé au collapse, à l'effondrement. Moi, j'ai un passé scientifique, une formation scientifique. J'ai fait ma thèse il y a 20 ans et puis j'ai arrêté l'université. Enfin, je suis sorti de l'université quand j'étais chercheur. J'ai quitté l'université pour parler au grand public, au public différent, au public au pluriel, faire de l'éducation populaire pour prévenir en fait comme lanceur d'alerte qu'il y avait des graves crises. Moi, j'étais très sensible à la biodiversité, à l'effondrement du vivant. Enfin, on l'appelait pas comme ça à l'époque. Il y avait le pic pétrolier, il y avait le climat, il y avait plein de choses comme ça. La crise financière, je me souviens, j'ai fini ma thèse 2007-2008.
Il y avait la crise des subprimes. Donc tout ça me chamboulait et je voulais sortir de ma tour d'ivoire pour prévenir plein de gens. Et je suis tombé en scrutant la littérature scientifique, ce que j'adore, hein, très bibliophile, bibliopathe à mes heures perdues, on va dire. Et je scanne tout ce qui sort, ce qui m'intéresse. Donc je voyais les scientifiques qui bossent sur les risques systémiques globaux. Donc c'est de l'écologie globale, on va dire, du système Terre, avec beaucoup de pensée systémique. Et moi, je viens du monde de la complexité, donc plutôt Edgar Morin, Prigogine, même Bateson, justement, etc. Et c'est toute la pensée complexe que moi, j'ai fait ma thèse là-dedans et j'avais envie de la partager au grand public. Et les scientifiques parlaient de collapse, le mot collapse en anglais. Euh, donc moi, ça m'a interpellé parce qu'il y avait plein d'études là-dessus. Donc on a fait une synthèse avec un ami belge, pareil, très sensible à la complexité. Et l'idée de notre livre, c'est nous qui avons inventé le terme collapsologie. L'idée, c'était on a écrit le livre qu'on aurait aimé lire, c'est-à-dire une synthèse transdisciplinaire sur les effondrements, c'est-à-dire comment fonctionnent les effondrements, que ce soit financier, effondrement d'une société au niveau archéologique de l'histoire, effondrement des systèmes vivants, des écosystèmes, effondrement voilà, de plein de choses. En fait, est-ce qu'il y a des parallèles? Est-ce qu'on peut penser les effondrements pour pouvoir évidemment les atténuer, les éviter? Et ça, c'était l'intention de base. C'était en 2015 et ça a fait un bouquin, Comment tout peut s'effondrer, qui a eu beaucoup de succès au début dans le monde écolo. Euh, et donc l'idée, c'était de rassembler, en fait, c'était un best-of des mauvaises nouvelles du monde, au niveau énergie, matériaux, toutes les limites de la planète, les limites de notre société, du monde thermo-industriel, capitaliste, etc. La méga machine, on va l'appeler. La méga machine, en fait, elle est en train de tout bouffer. Et je pourrais détailler plus tard, si vous voulez, les dynamiques. Là, je vais essayer de faire court, mais euh, l'idée de ce livre, c'était que quand on pense tout ensemble, ce que les scientifiques appellent les nexus, c'est-à-dire l'interaction, par exemple, entre les problèmes énergétiques, climatiques, alimentaires, financiers, etc. Et quand on pense les interactions, donc la complexité, c'est comment on tisse les liens, quand on pense les liens entre les crises, eh ben, il y a une méga crise, une métacrise qui apparaît. Et c'est ça qu'ils étudiaient, avec des phénomènes, évidemment, d'imprévisibilité, d'instabilité, c'est tout ce que la complexité nous apprend, des effets de seuil, des effets dominos, etc., des effets boule de neige, et surtout une super incertitude. Donc l'avenir est de plus en plus incertain, la science a la certitude de cette incertitude, et, euh, et voilà, il va falloir apprendre à naviguer dans cette incertitude qu'on ne maîtrise pas du tout, en fait. Les scientifiques sont là à essayer à peine d'entrevoir qu'il y a des énormes crises, méga-crises, on ne sait même plus comment les appeler. Aujourd'hui, on dit polycrise, risque systémique global, enfin, il y a plein de termes. Et c'est difficile à appréhender, enfin, déjà à comprendre, donc encore moins à comment agir face à ça. Et donc, ça, c'était en 2015. Pendant 3 ans, ça a été une sorte de succès dans le monde éditorial, dans le monde écologique. Et en 2018, ah oui, entre-temps, j'étais devenu Monsieur Catastrophe dans les médias et j'ai écrit ce livre donc, que Stéphane a cité, L'entraide, l'autre loi de la jungle, toutes les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer. Donc c'était un livre un peu feel good. Du coup, les gens continuaient à m'inviter parce que j'étais à la fois porteur de mauvaises nouvelles, mais de bonnes nouvelles, donc j'étais quand même sympathique et ça permettait d'entendre ce mot collapse, toutes ces horribles mauvaises nouvelles. Finalement, les gens m'interviewaient. Donc, voilà, j'étais un bon client pour les médias. C'est important à dire parce que j'ai fait beaucoup de médias et ça a été un effet boule de neige, ça m'a un peu échappé parce que le sujet est énorme, comme on va le voir ce soir. Et, euh, et donc, en 2018, il y a eu un buzz. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la société. C'était en été 2018. Il y a eu la démission de Nicolas Hulot comme super ministre de la transition. C'était en août. Sur fond de grande sécheresse, canicule, avec l'Académie des sciences des États-Unis
qui publie un article sur la planète Étuve. Genre, si la méga machine continue comme ça, en fait, on va pas du tout s'en tirer. Ça va être plus 7, plus 9 degrés, on va tous cramer. Et au même temps, il y avait le rapport spécial du GIEC. Il y avait des articles de médias de masse sur la collapsologie. Il y avait le début du mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'était en automne, genre 1 ou 2 mois après. Le début d'Extinction Rébellion sur la biodiversité, la fin, l'effondrement du vivant. Et les marches climat avec Greta Thunberg, etc. Et tout ça dans ce maelstrom complètement fou de l'automne 2018. Bah, nous, on sortait, on n'a pas fait exprès, une autre fin du monde est possible. La suite de comment tout peut s'effondrer. Et l'idée, justement, c'était de plonger dans les questions intérieures plutôt que vite, vite se précipiter sur les solutions, que tout le monde nous demandait, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Bah, nous, on savait pas trop, on avait des idées, mais on voulait dire, attends, d'abord on réfléchit et on change intérieurement, parce que si on se met à chercher des solutions vite, vite, en mode hamster dans sa roue avec le même mode de pensée, on va faire des conneries. Donc, quel est le chemin intérieur pour déjà ne pas s'effondrer avant l'effondrement? Ah, il y a un petit pouce. Pour apprendre à changer de récit, à tisser des liens avec les humains, avec nous-mêmes, avec les non-humains, pour gagner en résilience, etc., etc. Donc c'est la question intérieure. Ça a été assez mal compris par disons, les activistes ou les gens qui sont dans le rouge. Nathan, hein, je te fais un Oui, petit vas-y. appel du pied. C'est être dans le rouge, c'est notre grille de lecture du suricate. Mais peut-être tu prendras un moment pour expliquer le suricate, le rouge, le vert, le bleu. Tout de suite, j'ai presque fini mon intro. Et, euh, et donc, pour les gens qui sont à fond dans l'action, 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 c'est compliqué d'entendre ça. Les gens qui sont dans les milieux politiques, les milieux activistes, les milieux scientifiques, c'est ceux que je fréquentais hein, dans le milieu associatif, etc. C'est des gens complètement coupés de leurs émotions, coupés de leur intériorité, la plupart, et qui sont dans le faire, 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 et ça n'avait aucun sens. Donc, à partir de 2018, bizarrement, ce livre nous a ouvert à plein de publics nouveaux, en particulier des femmes, en particulier des gens qui sont dans l'intériorité, et coupés un peu du monde scientifique en disant c'est quoi cette dérive spirituelle de la collapsologie, etc. Voilà le petit historique. Tout ça pour dire qu'en 2018, tous les éditorialistes se sont mis à parler d'effondrement. Ça a été du grand n'importe quoi, ça a été un buzz, et là c'est devenu un best-seller, non pas écologique, mais plutôt grand public. Et tout le monde y allait de sa petite théorie. Il y a des religions qui nous ont écrit en disant, ah, enfin, vous avez compris. Alors, toutes, on les a toutes eues. Enfin, les scientifiques, voilà, nous, on le dit depuis des siècles, ça va s'effondrer, évidemment. Donc, alors, nous, on n'était pas prêts du tout à ce buzz, à cette explosion. Et puis, les gens voulaient des solutions, donc ils sortaient plein de solutions, mais qui avaient Enfin, ça avait pas trop de sens, c'est pas cohérent. Et surtout, il y avait des grands affects. Je pense que la question de l'effondrement, c'est celle depuis la naissance de l'écologie politique dans les années 70 qui a le plus produit d'affect dans la société. Le mot décroissance, même le mot, je sais pas moi, il y en a plein, développement durable, tout ça, c'est de la gnognotte comparé à effondrement. Et notre message principal du livre, c'était que ces possibilités d'effondrement, c'est pas pour les générations futures, c'est pour les générations présentes, c'est pour nous. Dans les années 70, on pouvait dire les générations futures, aujourd'hui, c'est nous. Donc ça commence. Il y a un effondrement qui a commencé. Et donc, est-ce qu'il est inéluctable? Est-ce qu'il est certain? Voilà, toutes les discussions philosophiques, mais c'est beaucoup de blabla pour dire qu'en fait, ça produit beaucoup de peur. Euh, et face à ces peurs, bah, les gens, ils ont pensé ou fait n'importe quoi. Et voilà, c'est normal à juste titre, parce que c'est une notion trop vaste qu'on va discuter ce soir. Et pour commencer de manière très simple, voire simpliste, la question de l'effondrement est assimilée à la question de la mort. S'effondrer, c'est une mort sociale. C'est non, on veut pas mourir en tant qu'individu, on veut pas mourir en tant que société. Donc il y a des risques d'effondrement de la société de la méga machine, société thermo-industrielle. Il y a des risques d'effondrement de la biosphère. Ça, on veut pas. Donc il faut freiner des cas de fer. Et quand je demande à chaque fois dans un auditoire
Mais attendez, les amis, de quoi on parle? Alors, levez la main. Qui veut éviter un effondrement? La moitié de la salle lève la main. Qui veut provoquer un effondrement? Alors, il y a toujours les petits activistes, les radicaux qui lèvent la main. Qui veut ralentir l'effondrement? Qui veut l'accélérer? Et à chaque fois, il y a des mains différentes qui se lèvent. La question n'est pas du tout claire. De quel effondrement on parle? Biosphère, société, quelle échelle de temps, quelle échelle de taille, et surtout, quelle est notre posture vis-à-vis de la mort ou vis-à-vis de ces possibilités, ou cette certitude ou incertitude, parce que les deux font peur. Voilà pour la petite intro collapse. Eh ben, génial, merci Pablo. Pour cette petite intro très riche. Et ben justement, ça me paraît être une très bonne jonction pour que Eric puisse rebondir sur le principe d'effondrement et de mort. Quel est le lien entre les deux? Et puis pourquoi est-ce que la peur s'invite là-dedans? J'ai quand même l'impression que la vision de l'effondrement intérieur est extrêmement pertinente pour justement essayer de comprendre ça. Donc Eric, c'est quoi toi ta vision de l'effondrement avec ta pratique de plusieurs décennies en tant que psychiatre? Alors, merci de me donner la parole et bonjour à vous tous et à vous toutes. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est d'abord, je vais faire un petit retour en arrière. Euh, la vie m'a emmené après les études de médecine et d'abord d'avoir pratiqué en médecine, en psychiatrie. Et un des éléments à l'époque que je n'avais pas compris, c'est que ma première chef de service m'a offert un des livres qui est une des bibles de l'antipsychiatrie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'antipsychiatrie, c'est le rapport dans les années 80 de la psychiatrie avec la personne et la société et les rapports de pouvoir. Et l'antipsychiatrie, c'était ce mouvement de la psychiatrie sociale qui dénonçait en quelque sorte euh, l'utilisation, et particulièrement dans les pays anglo-saxons, de l'utilisation de la psychiatrie à des fins de pouvoir. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ça, mais en fait, elle savait bien ce qu'elle faisait en m'offrant ce livre, Nœud de Donald Lang. Et, euh, et ce qui m'a amené à l'effondrement, c'est intéressant parce que quand Pablo, tu parles de l'expérience intérieure, c'est, je dirais, l'exploration de l'expérience intérieure dans le champ de la psychiatrie et surtout des approches non médicamenteuses, c'est-à-dire de la psychothérapie. C'est cette expérience intérieure qui m'a amené à questionner l'effondrement. Et via une interrogation qui a été toujours présente chez moi et qui a emmené dans les approches systémiques et l'hypnose, c'est la question de la dépression. Et, euh, et, 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 et à mon époque, il fallait absolument lutter contre l'effondrement lié à la dépression. Et l'imaginaire, c'est lutter, lutter, lutter contre l'effondrement. Et en fait, au fur et à mesure des recherches, et particulièrement sur le psychotraumatisme et les mondes traumatiques, je me suis rendu compte que notre spécificité d'être humain, c'est que d'abord, on doit partir de quelque chose de non spécifique, c'est-à-dire que nous sommes des êtres vivants. Et donc, comme êtres vivants, nous sommes des formes d'expression de la vie, et que comme forme d'expression de la vie, nous avons, comme toutes les autres formes d'expression de la vie, euh, avec nous toutes les capacités qui nous singularisent en tant qu'être humain. Et évidemment, une des capacités majeures qui nous singularise en tant qu'être humain, c'est la capacité à penser. Et dans la capacité à penser, c'est la capacité à penser sur ce que l'on fait. Et c'est ce qui va amener toute, toute cette construction complexe qui va faire que d'un côté, on va être du côté de la vie et de l'autre côté, on va être du côté des représentations et de notre propre construction de monde, ce que j'ai appelé le monde relationnel. Et pour avoir accompagné des patients dépressés, je me suis, et surtout
en lien avec des mondes traumatiques, je me suis rendu compte tout simplement que c'est en fait l'effondrement portait sur l'effondrement du monde, de leur représentation mentale. C'est-à-dire que c'est la construction humaine qui s'effondre, mais c'est pas la personne en tant qu'être vivant. Par contre, effectivement, tant que la personne et ses constructions, ses représentations, ses croyances ne forment qu'un, ben, on est dans la conviction qu'évidemment, l'effondrement de mes représentations, c'est l'effondrement de la personne que je suis. Et ce qui m'a semblé important, c'est que j'en suis arrivé à l'idée que l'effondrement est un processus naturel de transformation, ben, de transformation d'une forme et d'un monde relationnel en un autre. Et que toute la difficulté pour nous, les êtres humains, c'est que quand nous construisons des choses, des choses qui vont amener, hein, des modes de pensée, des modes, des outils, etc., etc., on en arrive, comme a bien décrit Pablo, à des méga choses, des méga objets, des méga organisations. Et qu'en fait, ce qui est vrai pour l'individu est vrai, ce qui est vrai pour la personne est vrai pour une communauté, est vrai pour une société. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'effondrement, c'est l'implosion de la construction et qui va amener non pas sur une fin, parce que la vie est toujours présente, mais sur la transformation et sur la renaissance vers une autre forme relationnelle. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton œuvre, Pablo, et qui est très important dans le travail de thérapie et dans la thérapie du lien des mondes relationnels, c'est la notion d'entraide. C'est-à-dire que, et là, je vais faire appel à un auteur que j'aime bien, qui est René Girard, qui a montré que dans la rivalité mimétique, on a l'entraide, on a le défi. Mais que ce qui est dramatique, c'est quand on est dans une rivalité où on va se mettre en position de modèle obstacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos autres êtres humains, nous avons la capacité, grâce à tout, comment dirais-je moi, toutes nos compétences, à entrer dans des rapports de pouvoir. Et là, je vais rejoindre et je vais rebondir sur la peur. Parce que je me suis rendu compte, et particulièrement dans tout ce qui est les constructions traumatiques, qu'il y a quelque chose dont on dit j'ai peur et que c'est pas de la peur dont il s'agit. C'est, ou du moins, c'est de la honte, la culpabilité, l'humiliation, c'est-à-dire la peur de l'exclusion. Et de mon point de vue, cette peur de l'exclusion va amener et amène les gens à s'accrocher, même s'ils savent que c'est dysfonctionnel, ils vont s'accrocher parce que tant que l'appartenance fonctionne, eh bien, on est capable d'accepter, j'allais dire à l'extrême l'inacceptable, comme ça a été montré dans l'histoire. Et, euh, et je vais ajouter quelque chose, c'est que pour moi, le problème, c'est pas l'effondrement, puisque l'effondrement, si on part de l'idée que c'est un processus naturel qui amène à la transformation et à la naissance d'autres formes, donc une renaissance, alors c'est la lutte contre l'effondrement, c'est la résistance à l'effondrement. Et dans les mondes traumatiques, la résistance à l'effondrement des mondes traumatiques, il amène dans l'errance. C'est-à-dire que les tentatives de réponse ne font qu'aggraver la situation et amènent dans l'errance. Et j'ai le sentiment, et quand on voit ce qui est en train de se dérouler dans le monde et même chez nous, qu'aujourd'hui, euh, on est dans des rapports d'errance. Et le Tu peux problème préciser errance? d'errance, ben, ça veut dire que la Ouais. réponse tourne à vide et qu'on démule et que j'essaie cette réponse et je reprends cette réponse, mais en fait, c'est de modifier ces rapports à la méga structure ou au méga pouvoir ou au méga organisation qui est la question. Et que tant qu'on essaye non pas de modifier les rapports, mais d'essayer de les gérer d'une manière, j'allais dire technique ou technologique, sans questionner sa position, et bien à ce moment-là, on rentre dans des processus d'errance. Et le problème de l'errance, c'est qu'elle est sans limite d'espace et sans limite de temps. Et qui en retour amène, évidemment,
à des États, et, comment dirais-je, moi, qui, qui a des effets au niveau des personnes, et je pense, et là je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire que, eh bien, les méga peurs qui mettent dans une impuissance en arrivent à créer euh, des dépressions, des addictions, euh, des vécus d'épuisement, où en fait est questionné, et aujourd'hui, même et y compris chez les jeunes, hein, les enfants, les adolescents, est questionné la place dans le monde des adultes, la question du sens de la vie, la question du sens de notre société. Mhm. Et je pense aujourd'hui qu'il y a que là où je fais l'hypothèse qu'en tout cas, dans ce qu'on nous développons, le travail, il est d'abord euh, le travail. Je veux dire, euh, il est d'abord de questionner quelle est ma position, quelle est notre position, quelle est en termes d'appartenance notre position par rapport à des, des structures systémiques qui sont aujourd'hui tellement puissantes qu'en retour, elles organisent, y compris, me semble-t-il, les pouvoirs de décision. C'est- Merci Eric. Moi, ça me fait juste penser, je ne sais pas si si ça va permettre de continuer, Pablo, la discussion là-dessus, mais ça me fait penser au titre de ce webinaire euh, que nous avons nommé Accepter l'effondrement pour ouvrir l'avenir. Et dans cette notion d'acceptation, déjà, est-ce que c'est un terme, Pablo, qui, dans ta vision, est acceptable? Le fait d'accepter. Et Eric, de ton côté, le fait d'accepter l'effondrement, est-ce que c'est ça, le fait déjà, est-ce que ça participe au fait de prendre position? Est-ce que prendre position, c'est déjà accepter que ça existe? Ça fait partie de la vie. Ouais. Alors, attends, je vais répondre. Merci Nathan, ouais, pour cette question. C'est là que je voulais rebondir. Euh, Déjà, moi, en tant que biologiste et écologue, c'est complètement naturel de penser effondrement renaissance. Tous les phénomènes vivants fonctionnent en cycle, qu'on appelle cycle adaptatif, qui fonctionne en 4 phases, que ce soit les organismes, les écosystèmes, etc. C'est croissance, stabilisation, effondrement, réorganisation, donc phase chaotique, recroissance, stabilisation, effondrement, réorganisation, etc. Et à tous les niveaux de la vie. Donc pour moi, quand je disais à tout le monde, attention à l'effondrement possible, j'imaginais pas que derrière, pour moi, c'était évidemment, il y aura une renaissance après, comme dans la forêt. Quand une forêt brûle, évidemment, elle repousse après le plus souvent. Et c'est une autre forêt, mais voilà. Mais il y a un lâcher-prise à avoir. Mais j'imaginais pas que dans l'imaginaire populaire, effondrement, c'était si hollywoodien. Ça signifiait le coup près, la fin de tout, le rideau noir, comme dans les films, je sais pas, 2012 ou comme dans l'Apocalypse. Alors j'ai découvert que l'Apocalypse dans le monde chrétien, c'est plutôt la révélation, c'est plutôt positif, sauf, sauf depuis 1945, depuis Hiroshima et Nagasaki. Dans l'imaginaire, l'apocalypse est devenu nucléaire, est devenu la fin de tout. C'est plus du tout une révélation, c'est le rideau noir qui se ferme sur l'extinction de la vie sur Terre, d'espèces humaines, etc. Et cet imaginaire nucléaire, il est très puissant en fait. Moi, je suis né là-dedans, l'écologie est née là-dedans. Et en perdant un petit peu de ce côté, entre guillemets, positif, de ce que j'ai compris de la mythologie chrétienne, et que je découvre, hein, moi, je suis pas du tout expert là-dedans. Donc on a des représentations différentes, ce qui fait que moi, accepter, c'est tout à fait OK, sauf que j'ai découvert que le milieu militant, activistes, ceux qui sont dans le faire, 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 l'action, 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 résister, lutter, construire et le machin, en fait, ils n'acceptent pas du tout. Pour eux, le mot accepter, c'est une trahison, c'est horrible. Ça veut dire que tu te laisses faire, ça veut dire que tu te bats plus, ça veut dire que t'es limite, t'es un traître.
Ça veut dire que tu as accepté la mort alors pourquoi tu fais des enfants? J'ai entendu des dizaines de fois, des centaines. Pourquoi tu fais des enfants si tu parles d'effondrement? Et donc, moi, je suis passionné de la mort. J'ai beaucoup lu sur la mort et en particulier Elisabeth Kubler-Ross. Et Oui. j'adore ces 5 stades de la fin de vie qui sont souvent confondus avec les 5 stades du deuil, mais je pense que c'est une erreur. Et donc, les 5, Kubler-Ross, elle dit bien, les gens qui arrivent, quand on leur dit qu'ils vont mourir, à la fin de leur vie, c'est quasiment sûr, ils vont mourir. Ils passent par ces 5 stades, donc déni, négociation, tristesse, non, colère, négociation, tristesse, enfin effondrement, quoi. Et après, acceptation. Et cette phase d'acceptation, elle est complètement paradoxale, parce que c'est une fois qu'on l'accepte, qu'on a accepté la mort et qu'on est dans la plénitude, on a pardonné sa famille, on est bien avec tout le monde, allez-y, je suis prêt pour la mort, j'y vais. C'est là qu'il y a une possibilité de rémission, et c'est là qu'ils observent que les gens, enfin les patients, souvent font des guérisons miraculeuses. Et je trouve ça très en phase, justement. Les gens comprennent pas ça. Et c'est très en phase avec ce que dit Eric, quoi. Accepter l'effondrement, c'est se donner la possibilité d'imaginer l'après. Donc pour moi, c'est vraiment ça, ouvrir les horizons. Moi, je vois pas d'horizon avec la méga machine. Si cette société thermo-industrielle s'effondre pas, pour moi, il n'y a pas d'horizon. Ça me fait encore plus peur que le monde ne change pas, plutôt qu'il change en fait vers même un chaos, peu importe, mais il faut changer. Donc, il y a un truc paradoxal que le grand public n'a pas compris, ou en tout cas, enfin, je sais pas, il y a un truc pas clair dans le grand public. Et moi qui me paraissait très clair, je suis très en phase avec ce que tu dis, Eric. Et peut-être que c'est en lien, et je termine là, avec mon vécu, parce que j'ai vécu un accident grave à 14 ans de circulation où je suis quasiment mort, en fait. J'ai été écrasé par un bus. Et pour moi, je suis à ma deuxième vie. C'est comme si c'est peut-être faux, hein, je sais pas, mais c'est ma représentation que je suis plus en paix avec la mort et que je suis plus léger en fait dans cette deuxième vie. Il y a quelque chose de OK pour moi de dire qu'on va mourir et tout ça, ça me met pas en figement. Et j'ai remarqué que plein de collapsologues sont passés par ces métanoïa en fait, ces moments. Alors, je crois que c'est Jean Kelevitch qui dit, c'est des hapax existentiels, des moments clés dans la vie où il y a l'avant et l'après. On se rend compte, c'est une révélation justement, c'est une petite apocalypse individuelle, où après, on passe dans, comme dit Confucius, on a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. C'est ces moments de métanoïa. Donc, plutôt en phase avec acceptation, mais contrairement à mes contemporains, je dirais. Merci pour la question. Si tu me permets de rebondir, Nathan. En prie, on est là pour ça. En fait, la question du terme d'acceptation a deux sens. C'est accepter ce qui est ou le fait d'accepter, j'allais dire, d'accepter le fait que c'est. Or, quand j'utilise le terme de concept d'acceptation, le terme d'acceptation, c'est d'accepter le fait que on n'a pas pris sur le processus de vie. Et donc, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, ça n'a strictement aucune importance parce que le processus de vie, il s'en fout. Hmm. Euh, et et c'est là où, à mon avis, est l'erreur, c'est que la construction de ce que tu appelles la méga machine est l'expression des rapports de pouvoir et des constructions humaines dans les rapports de pouvoir. Et que la question de l'acceptation est déclinée en termes de rapports de pouvoir par rapport aux constructions humaines, mais pas par rapport au processus de vie. Et pour moi, c'est je vais m'engager, excusez-moi, mais pour moi, une écologie authentique, c'est de revenir sur les fondamentaux et d'accepter que ces fondamentaux, c'est nous sommes des expressions de la vie et que notre recherche de contrôle de la vie nous emmène dans des méga machines, méga systèmes, etc., qui nous éloignent considérablement du vivant qui est en nous et du vivant tant comme être singulier que du vivant dans l'appartenance humaine.
Et donc, accepter que nous nous transformions en automates de la méga machine, ça c'est inacceptable. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'accepter le fait que tout système humain, dès qu'il se, je dirais, dès qu'il généralise, dès qu'il occupe un espace-temps de plus en plus dominant et vampirique, contient de manière implicite son propre effondrement. Et si on observe euh, et donc, c'est pas la question, c'est que la question de la méga machine vient avec la question du figement. Et, et le figement est le contraire du processus de vie. D'ailleurs, même au niveau politique, voit bien que la plupart des structures comment dirais-je moi, des pouvoirs, dès qu'ils rentrent dans le totalitarisme, contiennent, au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus totalitaires, leur propre processus d'implosion. Et je dirais heureusement, parce que sinon, ils seraient figés pour l'éternité et ce serait problématique. Est-ce que ça vaudrait peut-être le coup, vous me dites, hein, mais de préciser pour le grand public qui nous écoute ou qui nous écoutera, ce que c'est que le figement? En quoi est-ce que c'est pas justement une expression de la vie, comme tu l'as dit, Eric? Enfin, je ne sais pas quelle est exactement la formulation. Euh, est-ce que, Eric, ça te va si on reprend les trois couleurs du livre et puis on parle là-dessus? Vas-y. Pour le pouvoir du suricate que nous avons écrit avec Pablo prend la métaphore du suricate, petite sentinelle du désert, pour faire comprendre ce qui se passe dans notre système de survie. C'est-à-dire que quand on est face à un danger, avant même qu'on en ait conscience, on a des mécanismes réflexes qui nous donnent de l'énergie pour surmonter le danger. Et donc, on a fait une grille de lecture très simple. Et bon, pour pas que ce soit simpliste, l'avantage, c'est que dans cette discussion, on va pouvoir détailler un peu. Mais imaginons que quand tout va bien, notre suricate intérieur, il est plutôt calme et il nous met dans le vert. Quand un danger arrive, une menace réelle ou potentielle, le suricate nous met dans le rouge, c'est-à-dire une énergie d'action, de mobilisation avec les hormones du stress. Et au-delà d'un certain seuil, quand le suricate sent qu'il n'a pas les ressources pour agir, il se fige et donc il se met dans la couleur bleue. Et le figement est une forme extrême de vie, mais empêche toute circulation d'énergie, puisque la logique du bleu, c'est de garder l'énergie à l'intérieur, de la contenir, de la comment Encapsulé. d'encapsuler en fait pour essayer de rassembler l'énergie à l'intérieur et survivre momentanément. La logique du bleu, c'est que ce soit momentané. Mais dans ce moment-là, on est coupé de toute sensibilité, tout affect, puisque c'est une forme d'anesthésie, en fait, physique et psychique. Et le problème n'est pas le bleu, le problème, c'est de rester coincé dans le bleu. Et que donc, à partir de, de ce petit code couleur-là, Eric, quand tu dis qu'il y a le figement qui débarque et qui nous fait fonctionner comme des automates, c'est que on est coupé de notre affect et de notre sensibilité. Et donc, prendre position à partir de ce qui est juste pour nous et de la vie en nous, c'est limite impossible. C'est ça? Oui, et je rajouterais que tout ce que nous construisons comme être humain, qui devient des mégasystèmes, qui comme mégasystèmes se matérialisent et figent et ne sont plus dans des relations, déconnectent les humains des relations humaines d'un côté et des relations avec l'environnement, dans ce qu'il a de plus physique, enfin physiologique, à ce moment-là, ça crée des effets d'automatisation et de robotisation et de figement. Et sauf que ça nécessite à ce moment-là de repenser que l'environnement dans lequel on est, les êtres avec lesquels nous sommes, c'est la dimension relationnelle qui nourrit et enrichit la vie chez nous et le sentiment de nous sentir vivants. Et d'ailleurs, on peut observer aujourd'hui comment les gens ont envie de courir, comment ils vont en forêt, comment ils retrouvent la nature. Et pourquoi? Parce il y a, il y a un besoin fondamental de lien. Et nous autres, les êtres humains, nous sommes capables de créer des systèmes qui nous mettent dans des comportements, j'allais dire, de type terrorisme, c'est-à-dire
qui en retour nous amènent à être des instruments qui nourrissent les méga-machines et qui en plus transforment euh, l'intime, qui est l'expérience qui est une expérience groupale avant d'être une expérience singulière, euh, ben, ça nous isole, ça fait de nous des individus déconnectés des autres individus. Et, euh, et en fait, notre nourriture, elle est d'abord une nourriture affective et c'est une nourriture de lien. Et la nourriture affective, la nourriture de lien, n'est possible que quand nos suricates sont dans le vert et se connectent entre eux. Mais si on passe dans le bleu, c'est comme si la tête et le corps étaient complètement dissociés et qu'on vit dans un monde de représentation. Et c'est là, si je comprends bien, où l'automatisme débarque. Et réciproquement, les liens permettent d'être dans le vert. Exactement. Dans notre livre, on a poussé un peu cette idée de dissociation à l'échelle de la société. Donc, quand on est traumatisé, on est dissocié. Justement, on s'anesthésie, on coupe les liens avec nous-mêmes, avec les autres pour ne rien ressentir. Le trauma, c'est vraiment une perte des liens et on peut pas, comment dire, il faut des ressources, il faut des autres pour s'en sortir. Et par définition, le suricate, il peut pas s'en sortir tout seul quand il est traumatisé. Donc, l'idée, c'est que notre société est traumatisée ontologiquement, comme disent les philosophes, parce que, et ça revient à Descartes. Descartes, l'animal-machine, la séparation nature-culture, la séparation rationnelle, irrationnelle, enfin corps-esprit, etc. Et on n'a que des séparations, des clivages partout, euh, qui fait que, et que, on l'a appelé dans le livre, nous sommes une société éco-dissociée. On est séparés du monde vivant. On ne connaît plus le monde vivant, voilà, où la plupart des gens vivent en ville et ont besoin de nature, mais ils savent pas, ils comprennent pas. Et en fait, il y a plein de bénéfices de santé à retrouver des liens avec la nature, etc., etc. Mais donc, retrouver les liens avec nous-mêmes, notre intériorité, les liens avec les humains, les liens avec les non-humains et les liens avec ce qui nous dépasse, peut-être ce qui est sacré, ce qu'on maîtrise pas, je sais pas. C'est ça le job. C'est ça le job qui est à l'exact inverse de la modernité. La modernité nous a coupés de tout ça Mm. et par extension la méga machine, c'est-à-dire le capitalisme, les grandes structures hiérarchiques pyramidales, l'État, tout ça nous coupe. C'est des systèmes de domination qui nous coupent, qui nous individualisent et nous coupent de nos liens. Et un système de domination, il nous coupe de nos liens, il nous rend tout seul, il nous rend comme atomisés. Et ça nous fait hyper peur. Le suricate, il flippe à mort d'être tout seul. Parce que le suricate, ce qui le met dans le vert et ce qu'il adore, c'est le lien, c'est la communauté, c'est le sens, c'est la joie. Or, les systèmes de domination nous coupent, c'est des attaques massives sur les liens. Pourquoi? Parce que pour être en lien avec quelqu'un, on a besoin de s'ouvrir en toute authenticité, de de pouvoir exprimer sa vulnérabilité, etc., pour faire du vrai lien authentique, quoi, qui apaise notre suricate, qui nous donne du sens à notre vie, etc. Or, quand il y a un système de compétition, de domination, ou une police autoritaire, ou je ne sais pas quoi, ou le patriarcat, ou peu importe, des systèmes qui en fait nous, nous renferme sur nous-mêmes parce qu'on se méfie. On est en mode compétition. En mode compétition, si tu t'ouvres à ta vulnérabilité, tu te fais niquer. En fait, c'est pas possible. Donc on se renferme tous et on s'isole. Et donc nos suricates ont d'autant plus peur. Donc pour moi, là, voilà, cette métaphore-là poussée au niveau de la société, c'est que on a besoin de faire du lien, des liens dans tous les sens, de retrouver le sens et de la joie pour créer des ressources, pour pouvoir traverser, sortir du bleu et retrouver un peu d'action, un peu de vert, quoi. Mais, euh, mais c'est... Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Ouais, en fait, c'est ce que tu disais, moi j'ai une métaphore, Eric, enfin, et Nathan, c'est ce que je dis souvent en conférence, c'est que, et c'est en lien avec le titre accepté, là, le titre du séminaire, c'est que c'est comme si on était dépendant de la méga machine. On est pris avec des fils comme un pantin. Et je dépends, moi, de ma voiture, de ma carte bancaire, de tous ces systèmes d'alimentation, système électrique, machin.
pour vivre. J'arrive pas à vivre sans pour l'instant, je sais pas, je suis pas assez autonome. Et en fait, cette méga machine, elle me tient, elle nous tient tous comme des pantins. Et l'idée d'accepter, c'est quand on voit les gens qui voient que la méga machine va s'effondrer, en fait, ils sentent, ils sont flippés parce qu'ils sentent que tout ça va nous entraîner avec les fils et on va mourir avec la méga machine. Donc ça fait très peur de voir la méga machine s'effondrer. Et donc l'idée, accepter l'effondrement, c'est d'abord entamer évidemment croire qu'il y a une renaissance, mais entamer la coupure des liens avec la méga machine, ces liens de dépendance à la voiture, aux énergies fossiles, à la carte bancaire, je sais pas quoi. Et pour ça, ça se fait collectivement. Ça ne peut pas se faire tout seul. Donc on a besoin de s'associer, on a besoin de collectifs. Et c'est ça l'idée de la transition qui est née il y a 15 ans, là, presque 20 ans maintenant en Angleterre, la Transition Network. Transition Towns, les villes en transition, c'était de se débrancher ensemble de la méga machine pour pouvoir la laisser mourir et construire autre chose. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. Les gens défendront la méga machine, comme tu dis, Eric, même s'ils savent que c'est toxique, parce qu'ils en dépendent. Ils sont un rouage parmi sont comme des pantins, en fait. Donc, moi, je comprends que ça fasse très peur et que la peur du manque, la peur voilà, du manque matériel, de la faim, de la famine, des maladies, de tout ça, des guerres. Tout ça, ça fait hyper flipper. Et c'est compréhensible que ça fige. Et c'est difficile, je crois que c'est difficile pour beaucoup de gens de dire oui, mais accepte juste l'effondrement et ça ira mieux. Moi, je comprends parce qu'on est là dans une énergie de vie pour recréer quelque chose, mais pour plein de gens, c'est impossible de s'imaginer ça. Eric, on t'a Alors, interviewé pour le chapitre 4 du bouquin. Je pense que c'est quand même hyper important là que tu présentes ou que tu nous expliques la vision en thérapie, comment est-ce qu'on fait quoi, quand on est avec ces peurs bleues de l'effondrement alors, des pantins. j'aimerais rebondir d'abord parce que c'est là où j'ai amené une vision un peu différente. C'est-à-dire que quand tu dis, Pablo, une société traumatisée, je pense qu'on ne perçoit pas que c'est d'abord une société traumatogène qu'on a créée. Hmm. Et que ce qu'il s'agit aujourd'hui de, de modifier, c'est les rapports à cette société traumatogène, car cette société traumatogène a à s'effondrer. Car si elle continue à fonctionner comme elle fonctionne, elle va, dans son processus de déshumanisation, amener au transhumanisme et posthumanisme et, euh, et à mettre, et à mettre l'humain de côté. Et je crois que c'est de comprendre que cette société traumatogène, c'est justement un processus dynamique qui, qui fait qu'elle en arrive, par sa généralisation, à dominer nos capacités humaines. Et pour moi, c'est pas la voiture, la carte bancaire qui compte, c'est la relation à la voiture et à la carte bancaire. Or, on nous a vendu, et depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et après les deux guerres mondiales, que cette société traumatogène est la voie du bonheur. Consommez, vous serez heureux. Et pour moi, l'expérience intérieure, la redécouverte des liens, c'est de déconstruire ce consommer, vous serez heureux. Et c'est là où je vais rebondir, c'est que cette construction traumatogène qui, comme tu le dis fort justement dans ta métaphore, on arrive à nous transformer en pantins impuissants qui n'avons plus qu'à exécuter pour appartenir. Exécuter, voilà, il faut que je remplisse, il faut que je fasse, il faut que truc, et où les règles deviennent de plus en plus contraignantes et complexes, alors qu'en même temps, et c'est ça qui est extraordinaire, on est dans une société qui se mondialise, c'est-à-dire où l'indifférencié prend de plus en plus de place. Donc c'est ça le paradoxe entre l'indifférencié d'un côté et les contraintes de l'autre. Ben, en fait, c'est retrouver des relations qui vont être des relations qui enrichissent. Et ces relations qui enrichissent, c'est de modifier le lien. Et c'est de comprendre, de modifier les liens pour remettre sur devant de la scène
c'est-à-dire réhumaniser euh, l'humain comme réenchanter le monde, puisque les deux vont de pair. Et j'irai plus loin, c'est que, oui, il faut que je m'ouvre à l'autre pour que le lien il soit là. Mais dans une société traumatogène, l'autre, je vais construire la conviction et elle va être entretenue que l'autre ne s'ouvrira pas à moi. Donc c'est dans les deux sens. Pour que je m'ouvre à l'autre, ça nécessite que l'autre, que j'ai confiance dans le fait que l'autre aussi souffre à moi. Et Et, j'ai utilisé un terme qui me semble central, c'est-à-dire que c'est la confiance dans les liens et les relations qui vont permettre ce double mouvement de s'ouvrir, que je m'ouvre à l'autre et que l'autre s'ouvre à moi. Et c'est ça qui construit le dialogue. Et pour moi, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce qui fait que l'effondrement ne peut pas s'exprimer, c'est parce qu'il y a une impasse en termes d'espace de dialogue. Et c'est pour ça que je te remercie, Pablo, car effectivement, les dialogues, ils sont interprofessionnels, les dialogues, ils sont sur de pouvoir partager des avis différents, mais dans une intention d'enrichissement réciproque. Et, et pour moi, et- ça passe par là. mais je rebondis justement, on voit notre contexte politique et électoral, ça résonne à fond quand j'entends ça, merci d'amener ça. Mais on voit bien la peur, le repli, le fait de ne pas être écouté, le sentiment d'impuissance, toutes ces peurs dans tous les sens, de la gauche, de la droite, de l'étranger, de l'ouverture, de la fermeture. Et finalement, enfin, tes mots donnent une grille de lecture pour voir comment notre société traumatogène a tout justement déshumanisé et permet pas aux gens de s'ouvrir. Donc, si la clé, c'est la confiance dans les liens et les relations, et c'est ça qu'il faudrait cultiver, une culture des liens qui libèrent et pas des liens qui sidèrent, comme on dit. Ben, c'est un peu tard, mais bon, commençons maintenant pour les élections dans longtemps, bref. Comment on fait? Je reprends la question de Nathan. C'est quoi les étapes? Quelles sont les étapes en thérapie pour retrouver le lien, pour accepter l'effondrement, pour revenir dans le verre, pour etc. Est-ce que, si tu nous décris un peu les étapes en thérapie individuelle, est-ce qu'on pourrait imaginer penser ces étapes à l'échelle sociale et politique? Oh, quelle question. C'est une question de recherche, mais c'est hyper passionnant. C'est l'interaction entre nos deux mondes. Alors, dans notre expérience, d'abord, plus le problème est complexe, et plus il faut démarrer petit. Hmm. Et donc, et, et, et démarrer petit, ça passe par les expériences qui vont euh, enrichir relationnellement dans notre environnement proche. Et que c'est dans les rencontres, j'aime bien utiliser la métaphore, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Mais ça nécessite de répondre au niveau du petit ruisseau. Plus on veut, comment dirais-je moi, transformer en termes de pouvoir, et plus on entretient le problème. Ah ouais. La deuxième chose importante, c'est que même si la méga machine fiche, c'est-à-dire le monde traumatique fiche, c'est un monde vivant. Donc dans ce figement, il y a toujours des éléments de vie. C'est-à-dire aucune construction humaine, sauf à évidemment euh, détruire totalement la planète, mais même si on détruit totalement la planète Terre, la vie, elle est ailleurs dans l'univers. Euh, donc c'est d'abord c'est un peu comme cultiver son jardin, c'est d'abord de s'occuper des herbes, des mauvaises herbes autour, avant de vouloir transformer les choses. Et plus et pour moi, c'est revenir à ces fondamentaux-là. Il y a un truc qui était extraordinaire pendant le Covid. Euh, à la fin de la levée comment dirais-je moi, où on nous a contraints de rester chez nous, petit à petit, à la fin, qu'est-ce qui se passait? Ben, entre voisins, on se faisait des fêtes, on se parlait, il y avait, voilà. Et puis dès que l'interdiction a été levée, chacun est retourné à sa vie.
on s'est dit, oh, il faudrait cultiver ça. Puis chacun est retourné à la vie quotidienne. Alors que là, plein de gens disent, mais là, il y a eu des moments de rencontre, des moments de partage. C'est ça, c'est cette culture de la rencontre et du partage qui reconstruit la confiance. L'autre, c'est l'autre élément important, c'est comment dirais-je moi, que le dialogue entre êtres humains, c'est des histoires de vie. C'est pas des, c'est pas des, c'est pas dans le parler sûr qu'on crée la confiance, c'est des histoires de vie. Et ce qui nous frappe dans les formations, dans les thérapies que nous faisons, c'est qu'en fait, de témoigner des histoires de vie permet à chacun de découvrir, ben oui, quoi. Euh, je veux dire, la souffrance, la détresse, la maltraitance font partie de l'universel de l'histoire humaine, y compris la violence. Et c'est là où est la question d'acceptation, c'est d'accepter le fait que ça fait partie de l'universel de l'histoire humaine. C'est pas d'être d'accord, c'est pas de dire c'est acceptable, c'est de dire que l'universel de l'histoire humaine, il est fait du meilleur comme du pire. Et que les constructions, la plupart de nos constructions, elles fonctionnent pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est à partir du moment où dans ce dialogue-là, alors peut-être que c'est utopique, mais c'est dans le dialogue-là, et c'est surtout dans le partage de, de ce qui nous fait vibrer. Parce que là, on peut à ce moment-là activer chez les gens de retrouver leur authenticité et à travers leur authenticité, non pas les constructions des croyances qui nous divisent, mais les valeurs universelles qui sont capables de nous unir. Et ce qui contribue à la fois à réhumaniser l'humain et à réenchanter le monde, c'est ça. Exactement. Et voilà. Et quand même, quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est que quels que soient les endroits où on va de la planète, même dans des endroits où il y a des populations qui vivent dans des environnements extrêmement hostiles, bah, d'abord il y a l'entraide et ensuite la nature fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui leur permet de vivre. Ça me fait penser à une rencontre que j'ai eue il y a 2 ans, une rencontre internationale de collapso, on va dire, de spécialistes internationaux des risques systémiques globaux. Donc, autrement dit, moi, on était une centaine de personnes, j'étais peut-être le plus optimiste, donc vous voyez le niveau. Et il y avait beaucoup d'universitaires, mais il y a aussi des peuples premiers. Et il y avait une représentante des peuples premiers amérindiens d'Amérique du Nord, qui était en tenue traditionnelle et qui a fait un poème au début de sa présentation à sa grand-mère, etc. Et elle disait, vous les Blancs, vous les Occidentaux. Et elle disait, nous, notre peuple. Donc elle faisait une thèse à Princeton ou je sais pas quoi, hein, mais elle était aussi très dans les traditions. Et elle disait, nous, on s'est effondré 4 fois, 5 fois déjà, nous, notre peuple. Et, euh, et il y a 3000 ans, je sais plus, certains d'entre nous se sont effondrés, certaines cultures. Pourquoi? Parce que certains ont fait des pyramides. Mm. Et quand il y a pyramide, tout de suite, elle disait red flag, drapeau rouge. Ça veut dire qu'il y a une stratification sociale et ça veut dire que ça va s'effondrer. Et alors, d'autres n'ont pas fait de pyramide et ne se sont pas effondrés. Et donc, il y a eu trois effondrements. Et elle a dit, on a mis 2000 ans, 3 effondrements ou 5000 ans, je ne sais plus, à apprendre à vivre avec la Terre. C'est ce que tu disais, en lien avec la biosphère, en lien avec les communautés et dans des sociétés en équilibre qui durent des millénaires, Mm. c'est-à-dire qui ne s'effondrent pas. Et puis, quatrième effondrement est venu, ou cinquième, je sais plus, est venu le blanc et ils ont massacré tout le monde, décidément. Et, euh, et là, c'était un vrai effondrement. Donc, ils ont une expérience de l'effondrement, Mm. de l'espoir radical, comme il s'appelle, Radical Hope, et de ce que c'est que de continuer à vivre quand on sait qu'on va tous mourir. Donc, elle disait, on a beaucoup à vous apprendre, vous, les Blancs, de ce que c'est un effondrement, parce que là arrive le sixième effondrement, et qui est à cause de vous. Et vous avez fait des énormes pyramides, donc vous allez tomber de très très haut. Et voilà. Et bon, eux aussi, hein, mais
c'est ça la méga machine. C'est quand on va à l'encontre des principes du vivant, et ben à un moment Ça s'effondre. ça s'effondre. Enfin, il y a trop d'énergie. Toutes ces pyramides, tous ces systèmes de stratification sociale demandent trop d'énergie. C'est contre-productif. Et alors, il y a deux manières de s'effondrer traditionnellement. Enfin, c'est quand les élites épuisent les classes sociales inférieures, donc épuisent les humains ou épuisent la nature. Mais les deux provoquent un effondrement de la société. Et je crois qu'on pourrait rajouter que justement, à partir du moment où on est dans des méga-systèmes, elles recrutent les élites qui vont entretenir. C'est ça. Et donc Jared Diamond, qui a écrit Collapse, une sorte de synthèse archéologique sur tous les effondrements de société, il disait qu'il y a cinq causes aux effondrements de société, mais dont la cinquième, c'est la commune à tous les effondrements de société, c'est que les élites prennent les mauvaises décisions à la fin. Donc c'est cette phase de rigidification du système qui fait que les élites, moi j'ai la métaphore de Bip Bip et le coyote. Vous vous souvenez, Bip Bip, le coyote, à un moment, le coyote, il arrive au-dessus de la falaise, il fait oh oh, biou. Et donc, c'est 3 secondes où il fait oh oh. C'est ça, les élites, juste avant un effondrement. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur bulle de confort et ils prennent les mauvaises décisions comme s'ils allaient continuer. Mais en fait, le monde s'est déjà effondré. Enfin, ils le sentent pas parce qu'ils sont dans une bulle de confort, de technococon, en fait, comme dirait Alain Damasio. Et donc, ils prennent des mauvaises décisions et finalement, ça précipite l'effondrement. C'est pour ça que le fascisme, la montée des autoritarismes, est un des stades de l'effondrement. Oui, oui, car dans les situations de crise, c'est tout le temps les forces de résistance. La symptomatologie vient des forces de résistance. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une situation de crise et donc d'effondrement, ça veut dire que le mouvement de vie a déjà commencé à créer d'autres formes. C'est ça, c'est-à-dire que les mauvaises herbes sont déjà là, c'est-à-dire que les Les forêts de mauvaises herbes demain sont sont déjà déjà là, là, oui. et il Et faut... en fait, comme elles sont déjà là, ça crée des forces de résistance. Et la résistance, c'est ça qui monte au totalitarisme. Et donc, effectivement, les pouvoirs de décision vont être du côté des forces de résistance. Mais c'est pareil chez une personne. C'est-à-dire que je vais lutter pour tenir que ce qui est intenable continue à exister. Et la symptomatologie va être là. Et c'est pour ça que plus la symptomatologie est bruyante, plus l'effondrement est proche. Et je vois Stéphane qui est revenu, ça veut dire qu'il y a Voilà. peut-être des questions du public, mais je garde en réserve le fait que, Eric, tu nous as pas dit exactement si, les étapes, ou alors j'ai pas suivi les étapes en thérapie. Alors, alors déjà, merci beaucoup pour votre échange. Je crois que indiscutablement, on ne pourra pas en rester là. Donc, il faudra revenir en deuxième semaine. Euh, Peut-être pas la semaine prochaine, mais enfin, je pense qu'il faudra qu'on réorganise quelque chose parce que on voit bien que il y en a encore beaucoup sous le pied. Il y a beaucoup de choses et vous avez beaucoup de choses à dire et à échanger. Et c'est super intéressant de voir comment deux mondes qui au départ, voilà, enfin, sont pas dans la même travaillent sur les mêmes choses Hein. en soi, et bah, comment viennent cohabiter parce que c'est des problématiques humaines et évidemment, on a beaucoup parlé du lien et donc il y a beaucoup, j'allais dire, Pablo, alors déjà qu'il y a beaucoup de questions, mais alors si en plus tu rajoutes des Ah questions. ok. Non, mais j'ai rien dit alors. Non, c'est une plaisanterie et on pourra tout à fait laisser, ça peut être une question que Eric puisse développer parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde et je suis assez d'accord. Sensible, c'est comment à petite échelle, voilà, peut-être euh, qu'est-ce qui fonctionne pour un individu et comment on peut le démultiplier. Après, la question, c'est jusqu'à quel point, en fait, c'est toujours la vraie question, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un moment, pardon, c'est une question, je suis en train de vous poser une question. Est-ce qu'à un moment, il y a pas une limite de nombre qui fait que malgré tout le bien fondé de ce qu'on peut, dans ce que peut mettre en place et ce qui peut fonctionner, à un moment, la quantité fait que bah, ça devient difficile à mettre en place. Mais bon, c'est plus pardon, c'est une question rhétorique en fait, hein. Donc,
Euh, je On peut la préfère laisser noter, mais la place à je suis peut-être la très place curieux de au. voir les questions qui sont arrivées. Ouais, c'est pour ça. Il y a des questions. Alors, par exemple, je reviens un petit peu en arrière, mais il y a des questions, j'ai essayé de les synthétiser, puisque en fait, certaines évidemment sont liées les unes aux autres. Donc, c'est pas pour vous assémer de trop de questions, mais il y a une question qui revient assez fréquemment, qui est euh, peut-on donc du coup faire y a-t-il des similitudes entre ce qu'on appelle crise et représentation et effondrement, pardon. Si j'étais plus précis, je dirais, y a-t-il des similitudes et des différences entre ce qu'on appelle effondrement des représentations et de l'autre côté, crise des représentations? Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on est à des niveaux différents? Euh, ça pose la question de la crise aussi, puisque ce terme-là a été abordé à plusieurs reprises. Alors, est-ce que ça suscite je sais pas, des réponses, une réflexion de votre part parce que ça revient pas mal en fait, hein, Vas-y, Eric. question-là. Si tu veux, on parle de crise sans arrêt, ça fait des années qu'on parle de crise. Oui. Et en fait, euh, la- 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 toute évolution passe par des moments d'effondrement. Mais si tu veux, à partir du moment où tu es dans un espace, c'est ce que je veux dire, dans un espace de rencontre, où il y a des liens, je veux dire, la crise, c'est un processus de maturation, et l'effondrement, il va être à minima parce que la transformation je veux dire, la transformation se fait. À partir du moment où il y a des facteurs de blocage, c'est en fait, quand on parle de crise, c'est qu'en fait, la crise est bloquée. Pourquoi la crise est bloquée? Parce qu'il n'y a pas d'espace de dialogue. Et à ce moment-là, on va rentrer dans la rigidification. Et dans la rigidification, euh, euh, on va rentrer dans un système de plus en plus figé. Or, en même temps, il est de plus en plus figé. Et en même temps, de toute façon, le processus de vie fait que la transformation est inéluctable. Donc c'est à ce moment-là où on va parler d'effondrement et où l'effondrement va être objectivé. Mhm. Mais ce qui me semble important, c'est que c'est pas la question de l'effondrement, c'est la question de l'incapacité à traverser l'effondrement. D'autant plus si je fais le lien par rapport à ce que a pu nous expliquer Pablo au début de votre intervention, où de toute façon, intrinsèquement, c'est une des étapes de toute, je vais dire, organisme vivant, quelle que soit son échelle, si j'ai bien compris. Pablo? Ouais, mais ça veut dire, j'essaye de poursuivre la pensée d'Eric, ça veut dire qu'à un moment, il y a un lâcher-prise, ok, accepter l'effondrement, accepter la transformation, mais accepter que ça soit pas nous. C'est-à-dire qu'accepter que nos descendants survivront peut-être ou pas. Dans la métaphore de la forêt, c'est voilà, la forêt se brûle ou le grand chêne s'effondre, c'est parce qu'il s'effondre dans la clairière que les jeunes pousses peuvent émerger. Mais les jeunes pousses, c'est pas nous. C'est ça que les gens ont peur, c'est-à-dire que ils se rattachent, ils se raccrochent à leur vie. Je veux pas mourir, je veux pas accepter que ça soit mes enfants, mes petits-enfants qui peut-être feront une autre société. Mais là, si notre société meurt, déjà, c'est culturellement, c'est horrible. Ça, la modernité, elle veut pas mourir. L'État ne veut pas mourir. Les gens veulent pas, voilà. Et puis, en plus, c'est moi, guerre, maladie, famine. Moi, je suis pas chaud pour ça. Et les gens se disent ça. Et donc, accepter qu'il y aura un tumulte, un chaos, un maelstrom de guerre, maladie, famine, parce que c'est comme ça, hein, les dépopulations, on va pas se le cacher, les effondrements, c'est ça. Et peut-être qu'il y aura des survivants, et c'est ça la transformation du monde, et la vie continuera. Ok, mais ça fait quand même hyper peur. Donc, il faut quand même accepter ça. C'est ça que tu es en train de dire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire planter les graines déjà pour qu'il y ait une renaissance. C'est ça que cultiver les mauvaises herbes. Et il y a quand même une règle, et c'est là où ça rejoint le livre que tu as écrit, Pablo, qui est, euh, qui est, euh, qui est sur la question de l'entraide et de l'être ensemble, et sur la question du partage
Et, et, et c'est ce qui, comment dirais-je moi, dans le mouvement de vie, est le plus puissant en termes de vie. Donc c'est comment cultiver, comment créer, comment organiser, comment cultiver des espaces de rencontre euh, dans lesquels il peut se construire des échanges. Et les échanges, c'est des intentions partagées qui permettent de faire ensemble, qui permettent de construire et qui permettent de construire comment dirais-je moi, des réalisations, des créations qui enrichissent et non pas qui spolient ou qui réduisent ou Ça, qui... on peut le faire tout le temps. Enfin, je veux Non. dire, il est jamais trop tard, faisons-le. Et puis, Eh bien oui, c'est pour ça qu'en tout cas, tout le travail qu'on fait en thérapie, il prend cette voie-là. Eric, tu peux nous parler des trois axes ou pas? Parce qu'on t'a interviewé pour le bouquin et Oui, je pense que là, c'est pertinent de le mentionner. euh, je pense d'abord que je pense d'abord que si nous sommes connectés à la vie, c'est-à-dire que ce qui nous connecte et, et nous met en lien, ça passe par notre corps dans sa dimension relationnelle. Et nous sommes, et nous sommes des êtres d'appartenance. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre seuls au monde. Et les liens, ils passent, et c'est comme ça va construire l'intime. J'aime bien le proverbe africain qui dit il faut un village pour euh, créer un enfant. C'est-à-dire que il faut une base de liens pour construire un intime qui soit suffisamment solide pour que, euh, pour que la personne puisse se déployer dans la vie. Et donc, on est dans l'interaction entre développer notre propre singularité, mais, et en même temps, c'est pas c'est en même temps dans l'appartenance, et en même temps, comme nous sommes des êtres de sens, dans des valeurs universelles. Je me souviens, je ne vais pas être très long, je me souviens d'un jeune Africain qui avait vécu euh, dans une période de révolution dans son pays, une abomination, des abominations à répétition, qui était arrivé dans mon cabinet complètement dissocié. Mais, et ce qui a aidé, c'est je suis le seul survivant de ma famille. Et dans ma culture, être le seul survivant de la famille, ça veut dire que c'est la vie de tous mes ancêtres, de toute ma famille, me traverse et j'ai à cultiver. Mais c'est impossible. Je veux dire, euh, c'est pas d'ailleurs quelqu'un j'allais dire un Français qui aurait vécu la même chose, mais j'aurais mis des mois à travailler et arriver au même résultat et à l'amener aux mêmes effets, car ces valeurs et ces valeurs d'appartenance nous ont terriblement aidés pour leur mettre dans le mouvement de vie. et donc les trois axes. Donc les trois axes, c'est à la fois le singulier, donc la personne, et à la fois l'appartenance à à une communauté. Donc, évidemment, aujourd'hui, l'archétype, c'était la famille. Aujourd'hui, la famille et les gens qui sont autour. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est ce que d'autres appellent le club de vie, et à la fois aux valeurs universelles. Valeurs universelles, c'est les valeurs d'humanité, les fondamentaux, et qui appartiennent à tout le monde et à personne, contrairement aux croyances qui appartiennent qu'à une personne ou à un groupe de personnes. Et qui donc peuvent mener à l'exclusion, justifier de l'exclusion. Et qui justifie qu'il n'existe que dans le processus d'exclusion. Est-ce que c'est clair? Et, et, et effectivement, ces trois axes sont incontournables. D'ailleurs, le travail, les études sur la dépression montrent que d'être en lien avec les valeurs, le voyage, le mouvement, d'aller à la rencontre des autres, sont par exemple des éléments fondamentaux de traitement de la dépression. Hmm. J'ai un jeune, c'est terrible, un jeune de 15 ans un jour
en thérapie, il me dit, bon, qui était vraiment bien déprimé, il me dit, bon, s'il y avait une vraie guerre, bien sûr, on souffrirait, mais au moins il y aurait de l'entraide et on retrouverait des valeurs de partage. C'est quand même terrible à 15 ans de dire ça. Après, est-ce qu'il ne s'agit pas de, justement, ça me faisait penser à des choses, on n'a pas eu trop l'occasion de l'évoquer, mais il ne s'agit pas, puisque nous nous sommes, d'une certaine manière, autoproclamés en haut de la chaîne, Et nous, Nous, humain, être humain. certains humains, une certaine culture. Oui, est-ce que justement cette culture qui n'est pas dominante, c'est une question que je vous pose, hein, évidemment. Est-ce que cette culture qui n'est pas dominante, justement, participe pas justement dans nos représentations à percevoir l'effondrement comme quelque chose de terrible, tu l'as bien décrit, hein, c'est-à-dire on veut bien, mais pas nous, en fait, hein, on veut bien les autres. Et est-ce que ça ne passerait pas par juste réhabiliter justement l'être humain comme une espèce vivante au même titre que les autres, mais pas en se percevant comme étant au-dessus des autres? Oui. Les alors, meilleurs. c'est, c'est au même titre que les autres dans la singularité de chaque espèce. Hmm. Parce que l'autre extrême qui partirait sur l'indifférencié me semble euh, aussi problématique. Hmm. Mm. Un exemple concret pour nos téléspectateurs. Bah, il y a bien une catastrophe. Enfin, c'est un peu compliqué de dire ça, mais il y a quand même, il y a quand même aujourd'hui la démultiplication des animaux de compagnie et des nouveaux animaux de compagnie qui, chez un certain nombre de personnes, vont faire jouer la relation humaine avec l'animal. Et aujourd'hui, on sait que le bilan écologique des animaux de compagnie n'est pas sans poser de problème sur la planète. Hmm. C'est pas clair ce que je dis? Tu veux dire que un petit chien ou un petit chat peut avoir exactement la même valeur de lien d'humanité pour quelqu'un? Oui. Et le prix à payer, bah, c'est que tout ce qui est autour de de cette construction euh, bah, amène à des désordres écologiques qui sont quand même problématiques. C'est pas clair ce que je dis. Donc j'ai rajouté, par exemple, le chat est responsable de la disparition de 66 espèces sur la planète. La consommation, la consommation massive de tout ce qui est, comment dirais-je moi, alimentation de produits, comment on appelle ça? Oh, Carnet. transformés, voilà, de produits transformés, etc., est responsable, par exemple, à des conséquences, par exemple, au niveau de la pêche sur les poissons, par exemple. L'industrie qui vient des pays anglo-saxons, d'ailleurs, l'industrie de tout ce qui est aujourd'hui vêtements, matériel pour les animaux et la démultiplication, c'est un commerce extrêmement florissant et où on en transforme l'animal en substitut d'humain. Non, mais ça, on est d'accord, mais et donc, il faut pas faire de lien avec les animaux, c'est ça ou? Pas dit. Je dis que le lien, si on passe dans un lien qui crée de l'indifférenciation et qui Ah ne oui, respecte d'accord. plus la singularité de chaque espèce, c'est tout aussi problématique de mon point de vue. Ok. Quelque chose de. Ok. Est-ce
Alors, Stéphane, est-ce qu'il y a d'autres parce, questions? Est-ce qu'on ouais, on parce trouve qu'on une a, en fait, conclusion? on arrive déjà, en fait, enfin, d'être respectueux des horaires, hein, on approche de la fin de notre webinaire de ce soir. Il est 20 heures là. Donc, il va être temps de se dire au revoir. C'est la raison pour laquelle hein, j'ai tout de suite dit qu'il y aurait certainement, voilà, avec votre souhait et votre accord, hein, mais qu'il puisse y avoir une poursuite. Euh, Peut-être que la réponse, enfin, il y a une dernière question qui ouvre, peut-être sur un après. Euh, Vous verrez peut-être qu'il y a déjà eu des éléments de réponse, mais mais alors, de tout ça, c'est très intéressant. Comment on soigne alors à l'échelle d'un pays lorsqu'un peuple est figé, en fait, hein. Donc, Comment soigner concrètement un peuple figé? ouais, ouais. Bah, prenons 5 minutes. On a commencé avec 5 minutes de retard. On finit avec 5 minutes pour défiger un peuple. En fait, c'est vraiment une question Sous un accord d'actualité. de trois. Moi, ce que j'ai compris, ce que tu disais, Eric, c'est qu'il faut des lieux de dialogue. Bon, ça, c'est quelque chose de longue haleine. Ça met du temps, etc. Mais pour amener le suricate dans le bleu, donc figé, le remettre dans le vert, déjà, il faut qu'il repasse par le rouge et il faut qu'il libère toute cette énergie figée. Hein, Nathan? Et puis peut-être que tu peux développer ça, mais en fait, il faut du vert, du vert, du vert, du vert. Amener les gens dans le vert, c'est comme tu disais, les trois axes. C'est un développement singulier. C'est travailler ses traumas, etc. C'est retrouver les collectifs, le lien, l'axe horizontal, les collectifs, la tribu, et commencer petit, hein, les petits ruisseaux, c'est ce que j'ai compris, Eric. Vous m'arrêtez hein, si j'essaie de synthétiser. Et, euh, et le collectif, l'axe horizontal, c'est quelque chose qui peut s'étendre à l'humanité ou au non-humain, à la nature. Retrouver les liens avec les êtres vivants. Euh, et après, il y a les valeurs universelles, c'est-à-dire l'axe vertical, le troisième axe qui est sortir de ses croyances et de les idéologies, etc. Ça, c'est plus théorique. Redonner du sens, en fait, ça. Retrouver un récit. Après, voilà, moi, je terminerai par un truc bizarre, mais c'est que là, il y a une lutte des récits, une bataille des récits. La modernité, l'idée de progrès, tout ça est en train de s'effondrer. Les effondrements, c'est d'abord un effondrement d'un récit ou de quelque chose qui nous tient ensemble, qui fait du commun. C'est ça qui s'effondre le plus vite et qui est le plus dangereux pour une société. C'est ce qui précède toujours les massacres, les guerres, maladies, famines, machin. Mais alors, dans cette bataille des récits, on ne sait pas lequel va émerger. Bien malin celui qui sait quel est le récit qui va émerger. Mais en tout cas, le job là, c'est de créer du récit justement universel versus des croyances qui cloisonnent versus particulier, je sais pas comment on dirait. Euh, Est-ce que vous êtes OK avec cette synthèse ou pas? Oui, j'ajouterais que peut-être que c'est quand tu parles de récit qui va émerger, en fait, je dirais que c'est comment créer les conditions pour qu'un récit émerge. Et ça n'est pas dans les récits qui ont en lien avec l'effondrement, c'est un nouveau récit qui va émerger. C'est ça la question de la Renaissance. C'est un nouveau récit qui émerge. Et donc, Ouais. notre boulot, c'est de créer les conditions qui permettent qu'un nouveau récit émerge. En tout cas, dans le travail de la thérapie, c'est là où c'est saturé par le récit des mondes traumatiques, du monde traumatique, le récit de la construction du figement dans la position de victime, c'est de permettre qu'un nouveau récit de vie émerge. Et on voit bien là dans les élections comment c'est bloqué. Ah, vous vouliez parler, Nathan. Vas-y, Nathan, si tu Juste, veux. je me permets de rajouter, et tu me dis si je me trompe, Eric, mais qu'un nouveau récit de vie peut émerger.
sans être en position victimaire ou dans une autre forme de dissociation que si l'esprit se relie au corps. Oui, Se c'est ça. relie au corps. Et que si nous faisons l'impasse du développement personnel, il est très facile de retomber dans l'écueil, de créer des collectifs qui proposent des nouveaux récits, mais encore dissociés et qui vont rester dans la lutte et dans le combat. Oui. Ouah, ça ouvre plein d'autres questions. Oui, C'est Oui, ça et, va. euh, et comme évidemment ça alimente au fur et à mesure, je crois que vraiment ce qu'on va faire, c'est qu'on m'a suggéré une excellente idée. Euh, c'est que de on couper les va garder, liens. on va surtout garder, je veux dire, il y a des commentaires, des questions, euh, on pourra tout à fait, on les garde et, euh, et ça pourra être l'objet justement de d'autres échanges à partir de ces questions, voilà, parce elles Alors sont écrivez nombreuses. des questions, écrivez des commentaires. Est-ce que Stéphane, quand on fermera le Zoom, on va perdre ces commentaires ou est-ce qu'il faut les conserver techniquement? Non, on les a, Ok. on les conserve, on les conserve. Ben ouais, moi je serais curieux Donc, de bien sûr. poursuivre. Voilà. C'est une bonne base. J'ai Mm. encore plein de questions en fait. Bon, bah tant pis. Moi aussi. Bon, Ah, en merci tout beaucoup. cas, je trouve, moi, c'est pas le mot de conclusion. Je vais vous laisser le mot de conclusion. Je voudrais juste dire que euh, votre échange euh, a suscité chez moi beaucoup d'espoir. Donc, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. Merci, moi, pareil. Avant de vous laisser Je le vous mot de la laisse fin, moi, dire le mot. ça crée une ouverture chez moi, vraiment un espace, et même physiquement, ça crée un espace qui s'ouvre. Donc, merci pour ça. Donc, Eric, Ouais, moi ça m'a Pablo, Eric. ça m'a Oui. stimulé et je suis toujours perplexe par rapport aux propositions sociales, sociétales, politiques, mais vachement attiré par tout ce qui est psy. Moi, je découvre tout ça et j'adore ça. Merci d'amener ça. Eh bien, pour qu'il y ait ouverture et transmission, euh, ça nécessite, euh, ça nécessite d'apprendre, nous autres les êtres humains, une bonne dose d'humilité dans le fait que, euh, en tant qu'être vivant, c'est-à-dire que nous avons à accepter le fait de l'inachevé et que la transmission, c'est d'accepter que bah, d'autres, nos enfants, nos petits-enfants, etc., nos proches, construiront leur pierre et que nous ne pouvons pas être dans la finitude et que c'est pas, et que la finitude, elle nous amène dans le figement. Et, euh, et l'autre, et je vais rebondir sur ce que tu as dit, Pablo, au début, c'est que la complexité fait qu'il y aura tout le temps une part d'incompris et que dans nos équations, nous avons à mettre la part de ce que nous ne voulons pas comprendre. On pourrait dire mystère, ou on peut utiliser un autre mot, mais que ça fait partie de l'équation humaine. Et que quand on veut transformer l'inachevé en achevé et le mystère en certitude, et ben là, on rentre dans le figement et les problèmes commencent. Voilà. Ça me rappelle un film, mais c'est une autre histoire. Bien, bah merci à tous. Merci à Pablo, Nathan, Eric. Merci Merci à vous. d'avoir été là et d'être encore présents. Hein, voilà, vous êtes encore nombreux. On vous souhaite un bel été parce que, enfin, voilà, parce que oui, on espère. Mais en tout cas, on vous retrouvera à la rentrée, voilà, pour, euh, pour un prochain webinaire aux alentours du mois de septembre, d'octobre, quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on vous prépare. Merci. Avec des Hein. femmes, je lis les commentaires et les questions. Eh oui, 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 tu les as On est sous les quatre yeux. hommes là. Oui, oui, oui. Désolé. Il y a des demandes, ouais. En tout cas, merci à toutes et Bonne à soirée tous à pour cet vous. échange. Allez, Bonne soirée. À bientôt. Au merci. revoir. Ah.